Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Samedi dernier, dans la soirée, une centaine de manifestants se sont rassemblés derrière une banderole d'hommage à Thomas, le jeune décédé à 16 ans à Crépol après cette attaque par des agresseurs issus justement de cette banlieue de Romans-sur-Isère. Le lieu de la marche était emblématique, c'était cette cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère et ce lieu fait donc directement référence à ce drame. En effet, les témoignages se multiplient, dénonçant un ras-le-bol général. Les Français de tous horizons semblent excédés, ils se sentent abandonnés par un État sourd à leur détresse dans un climat d'insécurité de plus en plus mortifère. Alors là où avant on osait à peine faire de liens frileux entre immigration et insécurité, ils sont désormais foule à l'affirmer, le clamer, demandant une réponse politique à ce problème. Alors dans ce contexte, certains vont jusqu'à affirmer ne plus compter sur l'État pour assurer leur défense, se disent prêts à agir de façon autonome pour régler le problème. Alors ces manifestations d'hommage et de protestation semblent donc être légitimées par une grande partie de la population et pourtant l'État choisit la répression. On va en parler tout de suite de ce matin. Justement, l'État se livre-t-il à la répression politique ? La justice est-elle vraiment juste ? Pouvons-nous encore attendre une réponse politique et légale face à l'insécurité qui ronge la France ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Eudes Gana. Bonjour Jean-Eudes Gana. Monsieur, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte, porte-parole du mouvement Chouan, ancien porte-parole de l'Avarium, aujourd'hui dissous, on en reparlera. Puis vous êtes auteur de Pourquoi l'Avarium, paru en 2022. Alors pour cette manifestation, les médias ont parlé de ratonnade. Alors est-ce que vous pourriez être un petit peu plus objectif justement sur ce qui s'est passé samedi soir pour nos auditeurs qui auraient regardé donc les médias dits de grand chemin et qui voudraient véritablement savoir ce qui s'est passé samedi soir à Romans-sur-Isère? Alors écoutez, moi d'après les échos que j'ai eus, ce qu'il s'est passé, c'est qu'une petite centaine de manifestants patriotes ont désiré défiler dans la banlieue donc de Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie. Et c'était tellement une ratonnade qu'il n'y a eu aucun blessé et que sur les 21 interpellés, il me semble que personne n'était armé. Et on parle d'ailleurs de manifestants extrêmement radicaux. La presse n'a pas fait état, à ma connaissance, de gens qui auraient été fichés S. Et pourtant, il suffit de pas grand-chose pour être fiché S. Votre serviteur, semble-t-il, d'après les confidences d'un policier, le serait lui-même. D'accord. Mais vous savez, La Fontaine disait, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On a eu la chanson de Sardou tout à l'heure. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cour vous rendront puissant ou misérable, puisque le deux poids, deux mesures effectué par la justice française en fonction de l'origine ethnique, parfois, laisse penser en effet qu'il y a une sorte de privilège noir, contrairement à ce que diraient les institutions d'extrême gauche. Alors justement, on va en parler de ce privilège, en tout cas de ce deux poids, deux mesures. D'abord, je voulais revenir sur le profil des manifestants. Comment vous pourriez nous les décrire ? C'est des personnes issues, des jeunes issus de mouvements identitaires, des militants identitaires. Oui, d'après ce qui ressort dans la presse et d'après les échos que j'ai eus au sein de la mouvance militante, il me semble que c'est d'ailleurs en grande partie des gens extrêmement plutôt jeunes, assez inexpérimentés et pas forcément issus de mouvements structurés. Voilà, je crois que c'est une initiative un peu personnelle de la part de différents jeunes patriotes qui, lassés de l'inaction des pouvoirs publics, ont voulu faire entendre leur colère. Alors, inexpérimenté, quand vous dites inexpérimenté, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les codes de la manifestation ou alors que c'est un mouvement spontané ? Oui, c'est un mouvement spontané qui apparemment s'est développé depuis des chaînes de discussion sur Internet. Et quand je dis inexpérimenté, c'est que, vous voyez, si ça avait été une action commando montée par des professionnels de l'agit-propre ou de la violence, la CRS 8 n'aurait pas été déjà sur place depuis l'après-midi pour les cueillir à l'arrivée. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait déjà les CRS qui étaient sur place. Alors, vous dites que les motivations n'étaient pas violentes, qu'ils n'avaient pas d'armes. Alors, moi, j'ai appris, notamment avec Patrick Cohen, je ne sais pas si on peut revenir d'ailleurs justement sur cette chronique, que justement, ils avaient des barres de fer. Alors, est-ce que vous pensez que la démarche était complètement pacifiste ? On rappelle quand même que Romans-sur-Isère, c'est une banlieue difficile. Alors, justement, est-ce qu'on peut toujours manifester dans ces banlieues en prétendant vouloir être pacifiste ?
Écoutez, je maintiens ce que j'ai dit. Je pense Mhm, que Patrick Cohen se trompe, mhm, mais peut-être est-il de bonne foi. Peut-être que moi-même je me trompe. Moi, il me semble qu'il n'y avait pas d'armes mhm, et que d'ailleurs, ce qui est retenu contre les personnes qui ont été arrêtées, c'est le port d'armes par destination, à savoir les manches qui servaient à accrocher les drapeaux français. mhm, Voilà, mais qui n'étaient pas des barres en fer, hein, à ma mhm, connaissance. mhm, Donc en fait, le manche à balai ou le bâton qui sert à mettre le drapeau français durant la manifestation a été retenu comme arme par destination. mhm. Alors justement, donc on a ces militants qui arrivent donc à Romans-sur-Isère, des militants, vous nous dites, qui ne sont pas fichiers S, qui ne sont pas armés, qui sont certes inexpérimentés, mais vous comprenez en tout cas cette colère, c'est-à-dire ce sentiment d'abandon de l'État, de se dire voilà, il y a ce drame de Crépol, il y a des députés, des membres du gouvernement qui nous disent qu'ils vont être intraitables évidemment avec les agresseurs, puis on se rend compte, on va en reparler, que finalement les agresseurs, en tout cas deux d'entre eux majeurs, sont seulement sous contrôle judiciaire. Vous comprenez cette colère de se dire aujourd'hui, certains militants, en tout cas certains patriotes, n'attendent plus rien de l'État et donc décident de sortir dans la rue. Bien évidemment que je la comprends. Je regrette même qu'elle n'ait lieu qu'aujourd'hui, car en réalité, toutes les dernières années de l'actualité française sont jonchées. Ah, alors, Et, oui, et dites-nous, il dites-nous. était temps, enfin, on commémorait quand même récemment à la fois les 1 an de la mort de Lola et les 16 ans, si je ne m'abuse, de l'assassinat d'Anne-Laurette Schmitt dans le métro, Mhm. dans le RER, pardon. Et je crois qu'il est vraiment temps que les Français se réveillent et décident d'aller dans la rue, de ne pas laisser la rue aux agitateurs gauchistes. Mhm. Alors justement, vous dites que vous pouvez comprendre cette colère, mais alors, est-ce que la forme était la bonne, c'est-à-dire de partir dans les banlieues, dans des banlieues, on va dire, chaudes, hein, voilà, des banlieues chaudes. Est-ce que c'était une bonne forme, une bonne manière de s'exprimer? Vous pensez que ça peut changer les choses ou alors que justement certains ont critiqué cette action en expliquant que finalement c'était mettre un but contre son camp? Je suis pas l'organisateur de cette manifestation. Ce que Mhm, je peux dire, c'est que d'abord, ceux qui critiquent sont souvent ceux qui ne font rien. mhm, Et ensuite, que si l'objectif était de faire du bruit, le but est atteint quand mhm, même. mhm, Parce que, et si j'en crois ce que je vois sur les réseaux sociaux de la part de citoyens lambda, hein, de citoyens absolument normaux, je crois que cette action correspondait à une aspiration profonde du peuple français qui a envie de pouvoir dire partout en France qu'il est chez lui, même dans les banlieues mhm. que l'on appelle les territoires perdus de la République, qui sont en réalité les territoires gagnés à l'immigration. Mhm. Alors justement, vous avez parlé de ce privilège, puis aussi du privilège médiatique. Je pense notamment à ce jeune kidnappé, torturé, qui a été donc ce jeune militant. On rappelle, il était dans sa voiture, il a été capturé donc par des jeunes issus de cette banlieue. Il a été déshabillé, torturé, mis sur les réseaux sociaux, et les médias en ont très peu parlé. On peut évidemment penser que si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire des militants identitaires qui étaient allés chercher un jeune de banlieue pour l'humilier de cette façon-là, l'écho médiatique aurait été différent. Bien sûr, ce qui est d'ailleurs hallucinant, c'est que la gauche et les médias parlent de ratonnade, d'actions violentes, alors qu'en réalité, c'est une manifestation Mm. qui n'a causé aucun blessé, brûlé aucune voiture, et que le seul blessé dans cette manifestation, c'est ce jeune patriote qui a été littéralement torturé et dont personne ne semble avoir rien à faire. Quand on pense, si vous voulez, au jeune trafiquant Théo, pour lequel le président était venu à l'hôpital, le président de la République François Hollande, on se Mhm. dit qu'il y a un deux poids deux mesures évident. Hmm. Oui, un deux poids deux mesures évident. Et alors, je voulais vous parler aussi de la responsabilité de la police ou non, parce que la police, évidemment, en même temps, ne veut pas, en a marre hein, de protéger des racailles. Certains affirment même que des policiers ne voulaient pas aller dans les banlieues à ce moment-là parce qu'ils ne souhaitaient pas protéger les racailles, ou en tout cas certaines racailles de la banlieue de Romans-sur-Isère. D'autres ont justement critiqué la police en disant qu'ils n'avaient pas fait assez pour protéger les militants identitaires. Que pensez-vous du rôle de la police à ce moment-là, qui n'est pas facile, parce que pour beaucoup, on le rappelle, la police est plutôt idéologiquement proche donc des militants de droite, et en même temps, ils doivent faire leur travail de policier. Alors, on touche là à un sujet assez délicat. Mhm. J'aimerais faire un petit rappel préliminaire. Mhm. Si l'on considère que le régime actuellement en France est anti-français et que la police est une institution qui sert le régime, je crois qu'il faut considérer la police comme une institution adverse, en tout cas pas comme une institution amie, Mhm. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas
parmi les policiers, des gens qui pensent comme nous et qui ont des sympathies pour nous. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de détester les policiers, mais d'être sans angélisme vis-à-vis de l'institution. Et ce qui s'est passé ce week-end en est la preuve. C'est-à-dire qu'il y a eu apparemment un équipage de la BAC qui a prévenu les jeunes manifestants que le quartier de la Monnaie était une souricière parce que des CRS les y attendaient. Donc on a là des individus qui font leur devoir de patriotes, si j'ose dire, qui sont un petit peu solidaires des manifestants. Et en même temps, on a l'institution, la CRS 8, appelée en renfort par le préfet et diligentée par le ministère de l'Intérieur, qui sur place s'est comportée d'une manière extrêmement violente. Les échos que j'ai eus, tout de même, c'est que donc les jeunes militants ont été quasiment directement nassés dans un cul-de-sac qui donnait sur une voie de chemin de fer, et que tous ceux qui essayaient de s'enfuir même en escaladant le grillage étaient attrapés par leurs vêtements, projetés au sol et littéralement massacrés. Il y a eu des dents cassées, beaucoup de points de suture sur différents manifestants. Et ça, évidemment, personne n'en parle. Moi, j'ai reçu des photos et des témoignages qui sont quand même assez éloquents. Alors, je comprends. Il est vrai que je comprends la colère des gens qui ne voient généralement la police que sur les bords des chemins pour contrôler leur alcoolémie, leur vitesse, etc. Et qui aimeraient que la police, quand elle est présente en banlieue, ne le soit pas forcément pour matraquer les jeunes patriotes. Maintenant, il faut éviter de tomber dans le manichéisme. Eh bien, voilà, non, tous les policiers ne sont pas nos amis. Oui, la hiérarchie policière est quand même largement gangrénée par une certaine idéologie. Elle obéit aux ordres et par conséquent, sans détester les policiers, évidemment, sans être comme les antifas à vouloir massacrer les policiers parce qu'ils sont policiers, je crois qu'il faut savoir raison garder et ne pas avoir d'emballement pro-police systématique parce qu'on est de droite, quoi. Parce que justement, Gérald Darmanin expliquait la France, parce qu'elle a été ferme, a évité un scénario de petite guerre civile. Donc c'est ce qu'il a écrit, donc ce qu'il expliquait au micro de France Inter. Vous pensez qu'il a raison justement, ou alors que c'est justement parce que la France n'a pas été ferme qu'aujourd'hui nous sommes en guerre civile? C'est précisément parce que la France n'a pas été ferme qu'aujourd'hui nous sommes en guerre civile, bien sûr, mais j'irai plus loin, nous sommes en guerre civile et le régime qui occupe la France n'est ferme que contre les Français, et donc nous sommes dans une guerre civile dans laquelle nous n'avons pas le droit de nous défendre. Il y a une guerre qui nous est menée et le régime est suffisamment ferme pour que nous ne puissions nous défendre. Voilà ce qu'aurait dû dire Gérald Darmanin, mais il n'en est pas à son coup d'essai. Je crois que c'est peut-être le pire ministre de l'Intérieur que nous ayons eu en termes de lutte contre et de répression contre les patriotes. On pensait qu'avec Valls, nous avions atteint un point de non-retour, le paroxysme de la lutte et de la haine antifasciste. En fait, on se rend compte que Darmanin bat tous les records, et les dissolutions à répétition qui ont été effectuées depuis l'élection d'Emmanuel Macron montrent quand même de quel côté sont les priorités des gouvernements qui succèdent. Alors, Jean-Eudes Gadin, on en a parlé du 2 poids 2 mesures, notamment depuis le début de cette affaire de Crépol, notamment sur le traitement médiatique, sur le traitement aussi, justement, de ce jeune qui a été lynché, humilié, et dont personne ne parle dans les médias, ou alors que dans les médias dits qui ne sont pas de grand chemin. Et justement, on va parler aussi de ce 2 poids 2 mesures judiciaires. Marie Falicon l'a rappelé ce matin dans son bulletin d'actualité. Donc, samedi, on rappelle, à Romans-sur-Isère, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé du côté des habitants du quartier. Aucune dégradation. Aucune dégradation. Et les jeunes interpellés dorment en prison pour les 6 à 10 mois à venir. Et alors que les suspects du drame de Crépol ont été incarcérés pour 6 d'entre eux, dont 2 mineurs, mais 3 autres, dont 2 majeurs, sont seulement sous contrôle judiciaire. Donc là, il y a véritablement un 2 poids 2 mesures, à la fois médiatique, on l'a dit, et judiciaire. Bien sûr, et politique. Et d'ailleurs, il est assez déplorable de voir que la gauche en est quasiment à défendre les agresseurs et les tueurs du jeune Thomas en expliquant qu'en fait c'est pas une agression raciste, que c'est une bagarre de balles, que les jeunes de la cité du quartier de la Monnaie avaient été provoqués, bref, que les choses sont plus compliquées que cela, et que les responsables politiques de droite et patriotes n'ont pas eu un mot au moment de l'incarcération des jeunes patriotes. Voire nous ont expliqué qu'on ne combattait pas la violence par la violence, reprenant ainsi le storytelling de la gauche, le narratif de la gauche, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune violence, mais on explique qu'il ne faut pas combattre la violence par la violence. Donc d'abord, c'est le narratif de la gauche sur les événements, mais surtout, c'est le narratif de la gauche en général. Parce qu'on a tous raillé les gens qui voulaient combattre le terrorisme avec des fleurs, et la gauche qui disait « vous n'aurez pas ma haine ». Et là, on en est à avoir les responsables politiques des principaux partis patriotes
qui nous expliquent qu'on ne combat pas la violence avec la violence. Et je m'étonne un petit peu parce que ce sont les mêmes, je suis désolé de le dire, mais qui ont participé massivement aux marches contre l'antisémitisme et qui ont soutenu l'armée israélienne dans sa réponse au Hamas. Et je trouve qu'il y a un manque de cohérence, c'est-à-dire que soit face au terrorisme et à la haine, on a le droit d'utiliser la violence et de descendre dans la rue, soit on n'a pas le droit. Mais il y a un deux poids deux mesures là qui est aussi hallucinant. On les a pas vus à Crépol. Et justement aussi, on peut parler de, il n'y a pas eu de prison aussi pour les violeurs de Chahina qui avaient été brûlés vives. 35 heures de travaux d'intérêt général pour l'homme au volant d'une voiture volée aussi ayant traîné un policier au sol. Donc véritablement, il y a un sentiment d'impunité de la part de ces agresseurs, et notamment donc dans ces quartiers, tout se sait. On sait que les personnes peuvent aller jusqu'à donc violer les femmes, les brûler vives, traîner un policier au sol et ne rien avoir en contrepartie, aucune répression judiciaire. Donc ça fait partie de l'ensauvagement du pays. Ça fait partie de l'ensauvagement. Alors, le jeune qui a été torturé, il y a un certain nombre de vidéos, d'images qui sont sorties sur Snapchat. La police devrait pouvoir remonter normalement jusqu'aux auteurs des images, qui sont quand même des agresseurs présumés. Et quant au tueur présumé de Thomas, il avait déjà des condamnations. Il ne dormait pas en prison, lui. Il avait condamnation pour recel, vol et port d'armes. Il avait déjà été attrapé en possession de couteaux. De plus de 25 mètres, 25 cm dont la lame est plus de 25 cm, oui. Voilà, donc bien évidemment, tout cela se sait. Il y a une responsabilité énorme de la magistrature française. J'ai parlé tout à l'heure d'Anne-Laurence Schmitt. Comment ne pas rappeler que son père ou son grand-père avait son visage affiché sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, et que ça, bien sûr, les racailles en banlieue le sentent bien, qu'elles ont tous les droits et qu'elles peuvent être en roue libre. Merci Jean-Eudes Gana. Je rappelle, vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte, porte-parole du mouvement Chouan. Alors, vous êtes ancien porte-parole de l'Avarium qui a été dissous. Donc, est-ce que vous voulez revenir aussi là-dessus très vite sur en même temps, il y a aussi cet en même temps, en tout cas ce deux poids deux mesures. Le gouvernement est revenu sur sa décision notamment de dissoudre le mouvement écologiste radical, le Soulèvement de la Terre. Par contre, vous êtes bien dissous. Il y a aussi, on nous explique qu'il y a en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois on dissout des mouvements écologistes et à la fois des mouvements d'extrême droite, mais en réalité, on ne dissout que des mouvements dits d'extrême droite, entre guillemets. Bien sûr, en fait, ils sont le poison, nous sommes l'antidote, et c'est nous que l'on combat. Pour la dissolution de l'Alvarium, lors de la première audience, le rapporteur public avait demandé la condamnation de l'État et avait voulu la réhabilitation de l'Alvarium en disant que nous n'étions ni violents et que nous ne provoquions pas la haine non plus. Lors de la deuxième audience, parce que pour nous, exceptionnellement, il y a eu une seconde audience et une réouverture de l'instruction, puisque le résultat ne correspondait pas aux attentes du ministère de l'Intérieur. Et lors de la seconde audience, les violences n'ont pas tenu non plus, bien sûr. En revanche, on a dit que, quoique il n'y ait jamais eu aucune condamnation pour racisme du temps de l'Alvarium, on a dit que notre dénonciation de l'immigration et le lien que nous faisions entre immigration et insécurité excédait les limites de la liberté d'expression politique. Voilà. Et en parallèle, Soulèvement de la Terre, qui a blessé des dizaines de policiers, brûlés, détruits, eux, ils ont été réhabilités. Eh bien, écoutez, on excède vite les limites de la liberté d'expression en France. Merci Jean-Eudes Gana. Alors, je rappelle, militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan. Merci à vous.